Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette série et dernier volet du pacte d'associés. Avec moi David. Bonjour David. Bonjour Patrick. Bon, ce que j'ai oublié de dire, c'est de préciser à toutes les personnes qui nous voient que ce 5e volet termine une série de 4 autres avant. Et là, on va terminer sur les clauses d'application du pacte, qui sont quand même quelque chose de fondamental. Ce sont des clauses très importantes. Très souvent, si vous les recherchez, que vous avez un pacte, ce sont celles qui se situent tout à la fin. Oui. De manière très pratique, ce sont les clauses qui vont permettre d'organiser la vie du pacte et qui permettent d'étudier comment le pacte va évoluer dans le temps. Ce que je te propose, c'est de commencer par la durée du pacte, cette validité qui a d'ailleurs été remise en cause parfois, où les gens imaginaient qu'un pacte pouvait avoir 99 ans ou 150 ans, et on sait que ça ne peut pas fonctionner. Effectivement, le pacte d'associés, c'est un contrat. Et à ce titre-là, il obéit aux règles d'application des contrats, et donc on évitera tout ce qui est durée trop longue, où on pourrait considérer que c'est une durée perpétuelle. Le droit civil français interdit les engagements perpétuels. Ça reviendrait à avoir un pacte considéré à durée indéterminée, duquel n'importe quel associé pourrait décider de sortir à tout moment. Oui. En conséquence, qu'est-ce que l'on fait? On s'attarde sur la question de la durée de validité du pacte. Souvent, on va aligner ça sur les clauses que l'on a pu voir avant, par exemple les clauses de sortie, de liquidité, de sortie garantie. Et donc, on va avoir régulièrement une durée de pacte de 5 ans, 7 ans, 10 ans, voire un peu plus, à adapter au cas par cas. Mais souvent, ce que l'on va prévoir, c'est la reconduction du pacte, afin de ne pas tomber dans une situation où on ne serait plus du tout couvert par le pacte à la fin de celui-ci. Oui, je pense de façon très concrète qu'il est rare qu'un pacte ne soit pas remodifié sur une durée de 12 ou 15 ans, par exemple. C'est extrêmement rare. Donc autant prévoir des durées parfois un petit peu plus courtes et de revoir régulièrement le pacte. Alors je sais que c'est un exercice difficile pour les associés, puisque en règle générale, dans le pacte, on imagine quand même un peu le pire. Et donc du coup, ce n'est pas très agréable en règle générale de réaliser un pacte d'associés, même si c'est souvent fondamental. Exactement. Et tu touches du bout du doigt une clause également dont on peut parler, c'est la clause de rendez-vous. Qu'est-ce qu'une clause de rendez-vous? C'est tout simplement une clause dans le pacte où on se dit, par exemple, à mi-parcours du pacte, sur un pacte de 5 ans, par exemple, au bout de 3 ans, on s'engage à se retrouver autour de la table et de regarder comment nos rapports ont évolué, la société, et si finalement les objectifs qu'on s'était fixés, par exemple en matière de sortie, sont toujours valides. Cette clause-là engage, on va dire, pas énormément, mais permet d'assurer un suivi et un maintien du pacte et des relations contractuelles. Super. On va parler de la clause d'astreinte maintenant. La clause d'astreinte, alors là on est sur la partie un petit peu désagréable. Oui, on très va pas se le cacher. Qu'est-ce qu'une astreinte? Une astreinte, c'est une sanction. C'est une sanction financière qui vient donc sanctionner la non-exécution par une partie au pacte. Si on a pris des engagements et qu'on ne les respecte pas dans le cadre du pacte, on peut soumettre la non-exécution à une sanction par astreinte. Très concrètement, ça veut dire quoi? Si je me suis engagé à faire quelque chose dans un certain délai dans le pacte, le fait de ne pas le faire peut me voir devoir payer une somme d'argent à un ou plusieurs autres associés membres du pacte. Et donc là, très classiquement, une astreinte par exemple journalière d'un certain montant suffisamment dissuasif pour que je me décide de rapidement corriger le tir. Ça permet de prévenir tout de suite les défauts d'exécution et donc les personnes seront plus enclines à appliquer le pacte. Génial. On va parler de la clause de retrait peut-être? La clause de retrait, c'est une clause dans laquelle on organise comment une personne peut sortir du pacte. Très classiquement, le pacte est transmis entre les associés, notamment lorsqu'il y a des transferts de titres. Si demain tu es partie à un pacte et que tu cèdes tes titres, cela va poser deux questions. La personne qui va arriver doit potentiellement adhérer au pacte et doit sortir du pacte. On va donc prévoir que dès lors que tu n'es plus titulaire de titre, tu ne deviens plus une partie au pacte. Tu es sorti. Ça me permet tout de suite de faire le pont sur l'adhésion au pacte. Toi, en tant que cédant, tu vas devoir prendre
l'engagement pour le compte de la personne à qui tu vends que cette personne va adhérer au pacte. Ça permet de garantir la survie du pacte et le maintien des engagements collectifs qui ont pu être pris dans le pacte. Ok. Il nous reste la clause résolutoire. La clause résolutoire, bon, on finit pas forcément par le plus joyeux, mais il faut en parler. Cette clause résolutoire, c'est quoi? C'est une clause dans laquelle on encadre quelles sont les conditions et dans quelle situation le pacte pourrait prendre fin. Donc la résolution du pacte, ça signifie que c'est un arrêt complet du pacte. Classiquement, on retrouve des schémas, par exemple, où la société est vendue complètement, cession de 100% du capital, donc le pacte va plus avoir d'objet, donc il va prendre fin. On peut également envisager des choses comme la fusion d'une société, ou même des choses plus conventionnelles en soi, on peut décider de mettre fin au pacte. Donc toutes ces conditions vont pouvoir se retrouver dans cette clause résolutoire. Je crois qu'on a fait le bouclage. Espérons. Merci David. En tout cas, et à la fois pour ce talk show et à la fois pour les précédents. Merci à vous d'avoir suivi ce dernier volet du talk show sur les pactes d'associés et je vous dis à très vite pour de prochains talk shows. Au revoir.